Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui m'a quand même demandé pas mal de recherches par rapport aux vidéos que je fais d'habitude, tout simplement parce que c'était un sujet que je connaissais pas du tout à la base et que j'avais pas envie de te fournir une vidéo où j'allais soit raconter que des conneries, soit où j'allais pas du tout avoir de faits en fait à t'exposer. Pour te situer un peu le contexte, après environ 2-3 mois de confinement à peu près, je pense qu'on a quand même tous appris de cette situation quand même inédite. On a un peu tous quand même commencé à se remettre en question, en tout cas moi c'était mon cas. Et donc moi forcément cette période un peu exceptionnelle m'a quand même amené à me remettre en question sur la manière dont je consommais, l'impact que j'avais, que ce soit dans ma vie quotidienne ou dans mes voyages. J'ai forcément pensé à un aspect environnemental, donc l'impact que j'avais d'un point de vue environnemental dans ma vie quotidienne, pendant mes voyages, à quel point en fait j'impactais notre planète, tout simplement. Et bien sûr la réflexion qui est venue en fait à la suite de tout ça, c'est comment je pourrais faire pour réduire l'impact que j'ai actuellement sur notre planète. Donc si tu me suis depuis quelques temps, tu dois quand même savoir que j'essaye quand même de réduire mes déchets quand je pars en voyage, en tout cas de les limiter, j'essaye de vraiment être, je vais pas dire zéro déchet parce que je pense que foncièrement c'est impossible, mais d'être le plus minimaliste en termes de déchets quand je pars en voyage et même dans ma vie de manière générale. Sauf qu'on va pas se mentir, quand tu pars en voyage, ce qui pollue le plus, c'est pas nécessairement le sac en plastique que tu vas prendre au supermarché ou sur un marché local, ce sont les transports, donc l'avion, le bus, le tuk-tuk, en fait n'importe quel moyen de transport que tu peux prendre en voyage, c'est vraiment souvent ce qui pèse le plus dans la balance. Alors t'es peut-être en train de te rendre compte d'où je veux en venir en fait avec cette intro super longue, mais en gros, j'ai commencé à me poser la question de comment je pouvais réduire mon impact environnemental au niveau des transports. Et je suis tombée sur, bien sûr, l'empreinte carbone et la compensation carbone. Donc bien sûr, je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est vraiment l'empreinte carbone, quelle est mon empreinte carbone, qu'est-ce que c'est la compensation carbone et surtout comment l'utiliser, comment faire en sorte qu'elle fonctionne et surtout en quoi ça consiste. Donc tout d'abord, l'empreinte carbone, qu'est-ce que c'est? Donc l'empreinte carbone, c'est la quantité de gaz à effet de serre qui est émise soit par un groupe, par une organisation, par une activité, par une personne, du fait de sa consommation en énergie et en matières premières. Donc la définition que je viens de te donner vient du Global Footprint Network. Donc bien sûr, toutes les sources que je cite et toutes les informations que j'utilise dans cette vidéo seront mentionnées dans l'écran pendant que je parle et je mettrai également toutes les ressources que j'ai utilisées dans la barre d'infos si toi tu as envie d'un peu plus creuser la réflexion. Donc avec cette définition-là, si on parle d'un voyage, ça veut dire que mon empreinte carbone, je pourrais la calculer en additionnant en fait la quantité de gaz à effet de serre qui a été produite du fait des transports que j'ai pris, de la nourriture que j'ai mangée, des activités que j'ai faites, mais également des gestes que je fais au quotidien, donc justement si j'essaye de limiter mes déchets ou non, mais également par exemple du poids de mon bagage. Donc comme tu vois, il y a quand même beaucoup de notions qui rentrent dans ce calcul de l'empreinte carbone. Dans cette vidéo d'ailleurs, je te parle surtout de l'empreinte carbone en voyage, mais sache que tout ce que tu fais dans ta vie a une empreinte carbone, juste la manière dont tu te déplaces au quotidien, par exemple que tu prennes ta voiture pour aller au travail ou que tu décides d'y aller à pied, eh bien ça a un impact sur ta propre empreinte carbone. Donc bref, comme tu dois t'en rendre compte, calculer son empreinte carbone, c'est un calcul assez complexe, il y a une diversité de facteurs qui rentrent en compte. Donc il faut vraiment se pencher en fait sur le calcul et sur ce que ça implique et surtout comment faire en sorte qu'il soit le plus précis possible bien sûr. Mais avant tout ça, tu peux te poser la question de pourquoi calculer son empreinte carbone. Alors personnellement, comme je le disais au début de la vidéo, moi je voulais évaluer mais de manière un peu plus précise la manière dont mes voyages impactent la planète. Et surtout à quel point un voyage spécifique par exemple a un impact et pour voir également si je peux réduire cet impact et comment. Alors bien sûr, comme je disais juste avant, on a tous une empreinte carbone. Le truc c'est que je pense que la mienne est quand même un peu plus élevée et c'est pas du tout une fierté parce que je voyage. Alors là en ce moment, bon, je suis au Canada, je ne prends pas du tout l'avion tous les 4 matins. Mais le fait est que quand je voyage, forcément, mon empreinte carbone augmente. En gros, mis à part calculer mon empreinte carbone quand je voyage, j'ai un peu voulu faire mon bilan carbone avec moi-même, quoi, histoire de me remettre les yeux en face des trous. Aussi, je pense que le fait de s'intéresser à son empreinte carbone, ça permet quand même de mieux se rendre compte de l'impact que l'être humain a sur la planète. Surtout en ce moment, je vais pas te faire un dessin sur le changement climatique, pandémie, tout ça, je pense que t'es un petit peu au courant. Je pense qu'on a quand même tous une responsabilité envers la planète sur laquelle on vit qui est loin d'être éternelle et je pense que si on peut faire en sorte, chacun à notre échelle, d'essayer de réduire son empreinte carbone, de réduire son impact en fait au quotidien, eh bien je pense que chacun peut prendre ses responsabilités, encore une fois à son échelle, mais un petit pas c'est toujours mieux que rien. Donc par la suite, je me suis penchée sur le calcul de l'empreinte carbone et surtout comment on calcule son empreinte carbone. Et là, je peux te dire que j'en ai fait des recherches parce que j'ai vu tout et son contraire. Alors déjà, quand j'ai voulu trouver un outil de calcul de mon empreinte carbone, j'ai été étonnée de voir le nombre d'outils pour calculer son empreinte carbone qui existait.
j'étais un peu perdue. Moi finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé celui de la fondation Good Planet et j'ai décidé de calculer mon empreinte carbone sur le dernier voyage en avion que j'ai fait. Donc c'était au mois de décembre, je suis rentrée en France, donc j'ai fait un aller-retour en avion Paris-Montréal, c'était un vol direct. Donc j'ai rentré toutes ces informations là en fait dans l'outil de calcul de la fondation Good Planet pour calculer mon empreinte carbone. J'ai commencé à regarder bien sûr d'autres outils de calcul, enfin j'ai commencé à comparer en fait les différents outils qui me permettaient de calculer mon empreinte carbone. Et là je suis tombée sur un article et je me suis dit ok, confusion totale. J'avais l'impression que toutes les recherches que je venais de faire juste avant venaient de toutes s'écrouler et je suis limite repartie de zéro. Et donc cet article du site Équiterre explique que dépendamment de l'outil que tu vas utiliser pour calculer ton empreinte carbone et bien sûr ta compensation carbone, en fait pour un même voyage, tu vas avoir des tonnes de CO2 différents dépendamment de l'outil utilisé et donc forcément une compensation carbone différente. Donc des montants d'argent différents à payer. Et là tu te dis, vers quoi je me tourne? Donc je vais te mettre dans l'écran l'exemple qui est cité dans l'article et qui justement parlait d'un vol Montréal-Paris aller-retour et sans escale. Donc ça me correspondait quand même un minimum. Et donc tu vois très bien dans cet exemple avec tous les outils utilisés pour calculer ton empreinte carbone que pour le même vol, sans escale, enfin vraiment le même exemple de voyage, tu peux te retrouver avec des différences de tarifs au niveau de ta compensation carbone de 60 $. Et là tu te dis mais comment c'est possible sur un même vol aller-retour sans escale que j'ai 60 $ d'un côté et 120 de l'autre en fait à payer, alors que c'est censé être le même vol et donc la même empreinte carbone. Donc en voyant cet exemple dans cet article, j'étais dans la confusion la plus totale et j'ai essayé en fait de comprendre la logique qu'il y avait derrière la compensation carbone, c'est-à-dire comment tu passes d'un calcul de tonnes de CO2 à un montant en euros ou en dollars canadiens, enfin bref, dans une devise. J'ai aussi voulu comprendre le principe de la compensation carbone en général et surtout essayer de voir à quel point ce calcul était transparent ou non. Et une des questions que tout le monde se pose, on ne va pas se mentir, c'est est-ce que la compensation carbone c'est vraiment efficace? Au bout d'un moment, on va parler des vraies choses. Je pense que c'est une question que tout le monde se pose, de se demander si la compensation carbone c'est vraiment efficace, parce que c'est une question qui revient également quand on parle de faire des dons à des ONG. On a envie de savoir où notre argent va, à quoi va servir notre argent, bref, on a un besoin de transparence qui est totalement logique et c'est pareil pour la compensation carbone. Comment je pourrais, entre guillemets, effacer mon empreinte carbone ou en tout cas la diminuer fortement juste en donnant de l'argent? C'est sûr que dit comme ça, t'as un peu l'impression d'une arnaque. Mais moi je me dis que si ça existe, c'est qu'il doit quand même y avoir une logique derrière qui doit fonctionner quelque part. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches sur ce que permet la compensation carbone et à quoi va servir le montant que me recommande de payer la fondation Good Planet pour compenser mon dernier voyage à Paris. Donc j'ai fait mes petites recherches et voilà ce que j'ai compris. Donc le prix de la compensation carbone est fixé en fonction du prix de la tonne de carbone, vu que ce qu'on va faire en premier lieu, c'est de calculer en fait le nombre de tonnes de CO2, c'est-à-dire de gaz à effet de serre, qu'on a émis à travers notre vie quotidienne ou nos voyages et qu'on va essayer de compenser par la suite. Donc tout dépend de ça. Sauf que le problème, c'est que le prix de la tonne de carbone en fait fluctue pas mal ces dernières années, notamment à cause de la hausse du trafic aérien et de manière générale de la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Je pense que tout le monde est au courant que le changement climatique, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de très urgent. C'est donc quelque chose qui fluctue énormément et on peut voir par exemple qu'en 2012, le prix à peu près de la tonne de carbone était de 8 € et que maintenant, 8 ans plus tard, on est plus au niveau des 23 € la tonne. Donc si je me fie à ce calcul et surtout à l'outil que j'ai utilisé moi pour calculer mon empreinte carbone sur mon dernier voyage à Paris, c'est-à-dire le site de la fondation Good Planet, eh bien le prix de la tonne de carbone, ça serait de 22 €. Et c'est également écrit sur leur site car selon eux, il faudrait multiplier le nombre de tonnes par 22 pour obtenir le montant de sa compensation carbone. Et aussi quand j'ai commencé à rechercher en fait les différentes méthodes de calcul de la compensation carbone, eh bien j'ai trouvé qu'il y avait énormément de disparités sur quand même pas mal de sujets différents. Donc notamment déjà sur le prix de la tonne de carbone qui est situé entre 15 et 25 €, mais en fait dépendamment des sites, il n'y a pas vraiment d'explication sur la différence de montant d'un outil à l'autre pour calculer ton empreinte carbone. Aussi les outils de calcul sont quand même plus ou moins spécifiques. Par exemple sur le site de la fondation Good Planet, donc celui que j'ai utilisé, en fait on entre juste son trajet. C'est en comparant les outils que je me suis rendu compte de ça, notamment en allant sur l'outil de Global Footprint, où en fait sur ce site j'ai commencé à vouloir calculer mon empreinte carbone aussi pour voir si on me donnait le même montant de compensation carbone à la fin que sur d'autres sites. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on allait beaucoup plus loin dans le niveau de détail sur cet outil-là parce qu'on m'a posé des questions notamment sur ma consommation de viande ou même ma consommation d'eau, chose que je n'ai pas vue sur d'autres outils.
Et ensuite, il y a bien sûr la question des projets qui sont soutenus par la compensation carbone. Car bien sûr, si tu décides de payer pour compenser ton empreinte carbone parce que tu prends l'avion très souvent par exemple, ou juste que tu as envie de réduire ton impact environnemental, et bien cet argent-là est quand même censé servir pour des projets environnementaux, écologiques. Pour ces projets-là, en général, on pense à des projets de reforestation par exemple, vu qu'on essaie de compenser son empreinte carbone, c'est-à-dire ses émissions de CO2 finalement, et bien replanter des arbres, ça permet aussi d'absorber plus de CO2. Pour faire extrêmement simple, parce que je suis clairement pas prof de biologie, SVT et tout ça. Sauf que parfois ces projets sont quand même plutôt flous, on sait pas vraiment vers où ils s'en vont et quels sont les objectifs en fait. Je vais te lire un exemple que j'ai trouvé donc dans un des articles sur lesquels je me suis basée pour faire cette vidéo. Lors de la cérémonie des Césars, les organisateurs avaient souhaité contribuer au financement d'un projet de décharge dans l'Arkansas pour compenser les émissions de CO2 liées à cet événement. Un mois après, un hebdomadaire américain, Business Week, dévoilait que de toute manière, celui-ci aurait eu lieu même sans l'argent de la compensation carbone. Et là forcément tu te demandes, ok mais alors si l'argent de la compensation carbone ne sert pas littéralement à compenser des émissions de CO2, à quoi sert cet argent? Alors bien sûr, les entreprises et les organisations qui proposent des projets à soutenir pour compenser son empreinte carbone vont bien sûr essayer de rassurer le public, notamment en faisant appel à des cabinets d'audit qui vont s'assurer de la transparence du projet, de la véracité des faits qui sont exposés aussi par l'entreprise ou par l'organisation, pour qu'il y ait le plus de transparence possible envers le public. Donc c'est bien d'engager des cabinets d'audit, c'est bien d'obtenir des certifications qui vont attester en fait de la transparence et de la véracité de ces actions. Mais le problème, c'est que les calculs sont quand même très flous. En effet, pour moi, ça règle pas le fait que j'ai toujours un différentiel de presque 60 $ entre plusieurs outils pour calculer mon empreinte carbone pour un aller-retour Paris-Montréal. Donc qu'est-ce que je fais? Parce que même si on m'assure que le projet soutenu est totalement transparent, je sais pas finalement quel est le bon montant à payer pour m'assurer que j'ai bien compensé mon empreinte carbone. Enfin, on va pas se mentir quoi, mais c'est quand même pas très rassurant. Enfin, entre payer 60 $ et 120 $, je pense que tout le monde aurait tendance à aller vers du 60 $, mais si c'est 60 $ qui vont servir à rien et qui ne compensent pas du tout ton empreinte carbone, alors quel est l'intérêt? Alors je vais juste faire un petit disclaimer aussi avant que la team des justiciers du web commence à s'acharner contre moi en commentaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe un réel manque de transparence par rapport aux projets qui sont soutenus avec les montants accumulés par la compensation carbone. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projets qui aboutissent et ça ne veut pas dire que tous les projets sont mauvais. Je suis persuadée qu'il y a quand même certains projets qui aboutissent, qui permettent réellement de compenser son empreinte carbone. Le problème, c'est qu'il y a un réel manque de transparence et que forcément, c'est pas très rassurant pour le public. Aussi, on peut également se demander dans quelle mesure en fait la compensation carbone c'est vraiment efficace en termes de projets soutenus. Par exemple, tu pourrais très bien calculer ton empreinte carbone, te rendre compte que tu dois payer une certaine somme d'argent, on va dire 80 €, être sûr que le projet que tu vas soutenir avec le montant de ta compensation carbone va vraiment se réaliser. Mais en fait, j'ai pu lire dans pas mal d'articles à ce jour que le principe même de la compensation carbone n'avait pas encore été prouvé comme étant 100% efficace. Et comme bien sûr la compensation carbone n'a pas encore fait totalement preuve de son efficacité, tu me vois venir, eh bien ça crée des arnaques à la compensation carbone. Bon, tu t'y attendais quand même, hein. Il y a des arnaques partout maintenant, la compensation carbone ça en fait partie, il y a également des arnaques dans ce milieu. À ce jour, la compensation carbone n'a pas totalement fait preuve de son efficacité ni de sa capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière nette et durable. Plus troublant encore, rares sont ceux qui font preuve d'une transparence et de sérieuses garanties d'achat, comme la réalisation d'un audit externe par un bureau de contrôle ou la traçabilité des ventes par un système de registre public. Donc là, tu te demandes sûrement ce que sont en fait les différentes arnaques à la compensation carbone. Donc parmi les arnaques à la compensation carbone que j'ai pu trouver en créant ma vidéo et en faisant mes recherches, eh bien j'ai notamment vu que certaines organisations essayaient d'appâter en fait un public qui voulait un peu être conscientisé au niveau environnemental, qui voulait réduire son impact en leur proposant en fait de compenser leur empreinte carbone. Ils amassaient donc les dons pour soi-disant donc participer à des projets de reforestation pour des forêts en fait qui avaient été replantées 30 ans plus tôt. Et donc l'argent ne servait pas du tout à compenser leur empreinte carbone parce que ces forêts avaient déjà été plantées, donc il n'y avait pas de projet de reforestation vu que celui-ci était terminé depuis 30 ans. Donc cet argent de compensation carbone des particuliers en fait, et parfois même des entreprises, est bien encaissé donc soit par l'entreprise, soit par l'organisation qui s'occupe en fait de la compensation carbone, mais ça ne sert pas du tout à des projets de reforestation, alors qu'en général la reforestation c'est un des plus gros arguments marketing en termes de compensation carbone. Et d'ailleurs en fait ces projets à soutenir sont parfois tellement flous, comme je te disais plus tôt dans la vidéo, que les 3 plus grands acteurs français de la compensation carbone avaient décidé de ne plus proposer en fait de projets de reforestation parmi les projets à soutenir en termes de compensation carbone. Ils avaient donc décidé d'arrêter de proposer des projets de reforestation suite à une recommandation des Nations Unies
surtout à cause d'un problème de transparence et de traçabilité des montants de la compensation carbone que les particuliers ou parfois les entreprises avaient payé. Donc quand ils réfléchissent, ça veut quand même dire aujourd'hui qu'il y a des clients, entre gros guillemets, qui pensent avoir compensé leur empreinte carbone, qui pensent avoir diminué leur impact environnemental en compensant les émissions de gaz à effet de serre qu'ils avaient produites dans un contexte particulier, pour un voyage ou pour leur vie quotidienne, alors qu'en fait ça n'a jamais été le cas. Donc face à autant de mystères par rapport aux calculs, par rapport au montant de la compensation carbone ou même encore aux projets soutenus, je pense que c'est quand même plutôt facile de comprendre que ça soit difficile en fait de faire confiance à ce système et de se lancer et de commencer à vraiment compenser son empreinte carbone. Et finalement parfois t'as un peu l'impression que ça va aller nulle part. Je dis pas que c'est le cas parce que je suis persuadée qu'il y a des projets qui vraiment se réalisent en termes de compensation carbone. Mais quand tu combines en fait tous ces aspects un peu flous et pas très clair finalement, parce que le problème vient vraiment d'un manque de transparence, bah forcément t'es un peu réticent à commencer à compenser ton empreinte carbone, en tout cas de cette manière-là. Bien sûr, à ce niveau-là de mes recherches, j'étais un peu découragée, et puis j'ai commencé un peu à réfléchir à tout ce système-là et à toutes les recherches que je venais de faire, et je me suis rendu compte en fait que la compensation carbone, donc littéralement le fait de calculer son empreinte carbone et de la compenser par de l'argent, ça devrait même pas être le premier réflexe en fait qu'on devrait avoir pour réduire notre impact environnemental. Pour te citer un des articles sur lesquels je me suis basée et ce que j'ai lu pendant mes recherches, il est toujours moins douloureux de compenser que de changer de comportement. Donc oui, il existe bien d'autres manières de réduire son empreinte carbone. Là, tu dois sûrement te demander comment. Eh bien, on arrive donc à cette partie de la vidéo, comment réduire son empreinte carbone, et je vais te citer plusieurs manières, plusieurs méthodes qui vont te permettre de réduire en fait ton impact sur la planète sans pour autant avoir en premier lieu à compenser ton empreinte carbone. Déjà, tu peux réduire ta consommation de plastique, donc j'en ai déjà fait une vidéo à ce sujet où je te montre comment j'essaye de réduire mes déchets et surtout mes déchets plastiques quand je pars en voyage, donc je te mettrai le lien dans l'écran. J'ai également fait une vidéo sur ma trousse de toilette en voyage où je te montre quand même quelques articles zéro déchet aussi. Pareil, je te mettrai le lien dans l'écran et dans la barre d'infos, comme ça tu peux déjà aller voir, ça peut peut-être te donner des idées. Mais de manière générale, et même sans aller voir mes vidéos, réduire sa consommation de plastique c'est quand même très facile sur certains aspects, c'est quelque chose d'assez rapide à mettre en place. Et pour moi, ça devrait être un des premiers gestes à faire pour commencer à réduire ton empreinte carbone, ça serait de réduire ta consommation de plastique dans ta vie quotidienne. Après, tu peux également commencer à réduire ta consommation de viande. Alors je te dis pas de devenir vegan ou végétarien, mais juste de réduire. Tu peux également commencer à privilégier les transports en commun quand tu es en ville et les transports moins polluants quand tu es en voyage. Donc par exemple, comparer quand tu es en voyage entre l'avion par exemple et le train, ou même le bus. Si tu dois vraiment prendre l'avion parce que c'est pas un trajet que tu peux faire en bus, en train, en voiture par exemple, eh bien essaye de privilégier des vols directs et sans escale, parce que forcément un vol avec escale ça signifie non pas un mais deux vols, et donc c'est beaucoup plus polluant, surtout au décollage et à l'atterrissage. Et enfin, pour un dernier conseil pour réduire ton empreinte carbone parmi les milliers d'autres que je pourrais te donner, eh bien le fait d'acheter local ou de seconde main, ça permet drastiquement de réduire ton empreinte carbone. Bien sûr, si tu as d'autres conseils pour réduire ton empreinte carbone, eh bien n'hésite pas à les mettre en commentaire. Là je t'ai fait vraiment un petit condensé parce que la vidéo portait pas sur ce sujet-là spécifiquement, mais je sais qu'il y a plein d'autres conseils, donc je te laisse les écrire dans la barre d'infos. Et si tu manques un peu d'idées, je te conseille d'aller voir le site qui s'appelle Ça commence par moi, qui est très bien fait, qui te propose une action par jour sur plein de sujets différents, mais également sur le fait de réduire son empreinte carbone. Et si finalement tu décides de compenser ton empreinte carbone, eh bien je te conseille quand même de suivre quelques conseils. Je te conseille notamment de chercher les différentes certifications des entreprises ou des organisations par lesquelles tu voudrais compenser ton empreinte carbone et qui attestent de leur transparence en termes justement d'empreinte et de compensation carbone. Tu peux également te renseigner par toi-même sur l'entreprise et l'organisation, notamment sur leur système de calcul, sur leur transparence au niveau des projets soutenus, quels sont les projets soutenus, sa réputation, ce genre de choses. Et enfin, quand tu auras trouvé l'entreprise ou l'organisation par laquelle tu souhaites compenser ton empreinte carbone, eh bien pourquoi pas essayer de faire un suivi entre guillemets avec cette entreprise ou cette organisation pour voir exactement où ton argent va. Si normalement il n'y a pas de problème de transparence avec cette entreprise ou cette organisation, je pense que c'est comme les ONG, ils n'auront pas trop de problème à te dire à quoi vraiment a servi ton argent. Donc pour faire une conclusion à cette vidéo qui va déjà être tellement longue, je me suis rendu compte dans mes recherches qu'en fait il est impossible d'être 100% carboneutre. Mais même s'il est impossible d'être 100% carboneutre, il est quand même jamais trop tard pour commencer à adopter des gestes simples au quotidien qui permettent de réduire son empreinte carbone sans pour autant la compenser directement. Comme je disais par exemple, réduire sa consommation de plastique tout d'abord, c'est un super geste qui est tellement facile à prendre. C'est pas nécessairement des gros changements de routine ou des gros changements dans ton quotidien, et au fur et à mesure du temps ça va devenir des habitudes. Et tu te rendras même plus compte qu'en fait, grâce à ça, tu es en train de réduire ton empreinte carbone. Pour ce qui est de la compensation carbone en elle-même, je suis hyper contente d'avoir fait des recherches dessus et d'un peu mieux comprendre les coulisses de ce système en fait. Et je pense que c'est un concept génial vraiment sur le principe.
mais que c'est pas encore un système qui est abouti. Donc je pense pas que ça soit un système qui soit vraiment accompli pour l'instant, et compenser son empreinte carbone, je pense que ça demande beaucoup plus de recherche que ça. Après, je pense foncièrement que ça vaut le coup à partir du moment où l'entreprise, l'organisation est vraiment transparente sur le calcul, le montant de la compensation carbone, les projets soutenus, et je suis persuadée qu'il est possible de trouver un site en fait qui te permet de faire ça. C'est juste qu'au terme de mes recherches, pour l'instant, je l'ai pas encore trouvé. Bref, comme tu auras compris au travers de cette vidéo, c'est vraiment un cheminement que je commence. Là, c'était vraiment que le début en fait de mes recherches. C'est tout nouveau pour moi aussi, donc j'apprends au fur et à mesure. Je suis loin de tout faire bien. Je suis loin d'être un modèle en termes d'empreinte carbone ou de compensation carbone, mais je m'informe. J'essaye de faire mieux. Donc bien sûr, si tu as des conseils, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, que ce soit pour moi ou pour les autres qui regardent cette vidéo. Si toi tu as déjà compensé ton empreinte carbone aussi, n'hésite pas à le mettre en commentaire et à raconter ton expérience, ça m'intéresserait beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est pas encore quelque chose qui soit vraiment très répandu. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo t'intéresse, si t'aimes bien ces vidéos qui sont un peu plus explicatives sur un sujet qui concerne quand même de plutôt près, je trouve, le voyage. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!